Ce que vous vous apprêtez à voir, c'est la première vidéo qui va concerner la réponse à grandeur noire. Donc elle va être en deux parties parce que sinon ça va être extrêmement long. Et c'est le moment où je me tais, je vous laisse regarder la vidéo. Selam, je reviens comme promis pour la suite de la vidéo sur grandeur noire et sur son impact. J'ai pris un peu de temps parce que je voulais bien sourcer ma vidéo comme il le fallait. Je tiens à préciser et à répéter que cette vidéo n'est pas une attaque envers Safia, la personne, mais envers son discours uniquement. Honnêtement, je pense que son intention était bonne, à savoir informer son public, raconter l'histoire de l'Éthiopie d'un autre point de vue que celui donné par le pouvoir impérial, ce qui est plutôt intéressant en soi, et mettre en avant les peuples de la vallée de l'Omo. Sauf que malheureusement, quand elle a fait ça, ses intentions se sont transformées en théories racistes, en réécriture historique et en propagande justement. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va débunker tout ça. Posez-vous, attrapez quelque chose à manger, quelque chose à boire, parce que ça va être très long. Aujourd'hui, on va mettre les points sur les i, les barres sur les t et remettre l'église orthodoxe, attention, au milieu du village. Générique. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Tam 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 tam. Tsigirida. Pour commencer, si vous ne connaissez pas l'Éthiopie, on va expliquer certaines bases, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. L'Éthiopie telle qu'on la connaît fait 2 fois la France, et elle est composée d'environ 80 groupes ethniques. Ces 80 groupes ethniques sont séparés en 3 familles de langues à peu près. On a les Abyssins, dans la partie nord du pays, qui parlent des langues issues du Gèze. Dans ces Abyssins, on trouve plusieurs ethnies, les Amaras, les Tigréens ou encore les Gouragés. Ensuite, on a les Couchitiques, dans la partie sud et est du pays. Parmi eux, on trouve les Oromos, les Somalis ou encore les Sidama. Enfin, dans la partie ouest du pays, on trouve en minorité les peuples nilotiques, ceux qui vivent notamment dans la vallée de l'Omo et dans la zone du Bénichangul-Gumuz. Parmi eux, on trouve les Gambela, les Gumuz ou encore les fameux Mursi dont on va parler dans la vidéo. Tous ces peuples sont interconnectés pour une raison très simple. La Corne de l'Afrique, et l'Éthiopie en tête, c'est une zone de carrefour culturel, génétique et religieux, avec beaucoup de populations différentes qui échangent, s'influencent ou parfois même disparaissent. Ce qui va créer beaucoup de possibilités différentes, physiquement, culturellement et religieusement. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas affirmer qu'un Éthiopien a un physique particulier. Ça va me permettre de vous expliquer quelque chose d'important. Être éthiopien, c'est une nationalité. Alors, je sais qu'en Occident, la nationalité, le fait de constituer une nation, ça s'est perdu avec le temps. Ça n'a plus autant de valeur qu'avant. Mais en Éthiopie, être éthiopien, c'est appartenir à une nation particulière, avec une histoire dont ils sont particulièrement fiers, et c'est former dans toute sa diversité une unité, comme celle qu'on a vue pendant la guerre contre l'Italie en 1896, contre l'Italie encore entre 36 et 41, ou encore plus récemment pendant 30 ans contre le régime de Mengistu Haile Mariam. C'est sur la base de cette unité contre l'oppression que s'est construite l'Éthiopie d'aujourd'hui, avec toutes les qualités et tous les problèmes que ça va impliquer. Ensuite, après la nationalité, vous avez les ethnies. Les Habesha, ou Abyssins, descendent d'un même peuple, le peuple Gèze. Mais un Amara, c'est pas un Tigréen. Alors oui, ils se ressemblent, oui, ils ont des vêtements traditionnels similaires, mais leurs langues sont différentes. Ils ont toute une histoire guerrière entre eux, et ça pose encore des problèmes aujourd'hui. De la même façon, un Oromo de la région du Wello dans le nord descend de la même famille de langues que les Sidama au sud. Et pour autant, traditionnellement, avant l'arrivée des religions abrahamiques, les Oromos pratiquaient et pratiquent toujours le Wakfana, et les Sidama croyaient au dieu Magano. Donc c'est pas la même histoire, pas le même vécu, pas la même distribution géographique. Et ensuite, dans certains peuples, il y a des systèmes de castes, d'autres systèmes qui se rapprochent plus de la démocratie à l'occidentale, ou encore d'autres qui respectent des systèmes religieux, basés sur le Coran par exemple. Mais au niveau physique, pourquoi autant de différences ? Pourquoi certains ressemblent aux Arabes, et pourquoi certains ressemblent plus à l'idée qu'on se fait des Noirs ? Pourquoi d'autres ont l'air complètement métissés ? Pour une raison simple, à cause des mutations génétiques. J'ai fait toute une vidéo sur les origines de l'Éthiopie, je vous la mets juste là. Mais pour résumer très vite, les gènes, comme la teinte de peau, la texture des cheveux ou les traits du visage, ça dépend de plusieurs facteurs, et un parmi d'autres, c'est le climat. L'Afrique a des climats très diversifiés, mais la Corne de l'Afrique, c'est vraiment la représentation même de la diversité de ce climat. On va faire une petite comparaison rapide. Comparons la Corne de l'Afrique et l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, avec les 2 Congos, l'Angola, le Gabon, le Cameroun, ont un type de climat défini.
le climat tropical. Alors oui, certains vont avoir la savane, d'autres la mousson, d'autres encore la forêt tropicale, mais au final, ça reste un climat tropical. Sauf qu'en Éthiopie, on compte 15 climats différents sur le même territoire, qui vont de désertique à la neige, de la forêt tropicale au haut plateau. Donc oui, tous les êtres humains en Éthiopie ne se ressemblent pas à cause des mutations génétiques liées à l'environnement qui les entoure. Maintenant, analysons un petit peu ce que dit Grandeur Noire dans sa vidéo. Elle va structurer sa vidéo en 3 grandes parties autour d'une affirmation centrale. On vous a menti, l'Éthiopie a effectivement été colonisée. D'abord, elle expose le fait que l'opinion publique internationale afro a été flouée en ce qui concerne l'histoire de l'Éthiopie et qu'elle aurait subi les affres d'une propagande autour des Éthiopiens et de leur culture. Oh, tu vois la taille de ma tasse aujourd'hui, c'est parce que, hey, les informations que j'ai à te donner seront difficiles à avaler pour certains. Oui, parce que si tu as toujours cru que l'Éthiopie n'a jamais été colonisée, eh ben prévois une grande tasse toi aussi. Elle explique que les véritables Éthiopiens, qu'elle nomme les peuples premiers, seraient les peuples nilotiques et de la vallée de l'Omo, situés dans le sud de l'Éthiopie, et non les peuples abyssins qu'on connaît, et qui sont la vitrine de l'Éthiopie moderne. D'après sa narration, les peuples nilotiques étaient autrefois répartis sur tout le territoire éthiopien, y compris dans les hauts plateaux, et commerçaient avec les autres peuples autour, notamment avec ce qu'elle appelle les marchands asiatiques, du sud de la péninsule arabique. Autrefois, ce peuple, donc le peuple nilotique, était énorme en termes de démographie, qui vivait absolument partout, et qui s'est même déplacé jusqu'en Égypte antique, soit au Soudan actuel, où ils ont créé des dynasties de pharaons, et elle les relie au royaume de Kémet, ou de Kouch. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ce royaume de Kémet était reconnu vers moins 10 000 ans avant notre ère pour ses avancées en chirurgie, en dentisterie, en architecture avec les pyramides notamment, son agriculture ou même son art. Grandeur Noire explique donc que, selon elle, les Mursi lui auraient dit qu'ils auraient des liens avec ce peuple antique. Les véritables Éthiopiens ont le même teint et les mêmes traits que les habitants du royaume de Kémet puisque ce sont leurs descendants directs. Cependant, en voyant les peuples nilotiques prospérer, les marchands arabes en question ont décidé de venir directement conquérir le territoire pour jouir des richesses d'eux-mêmes, sans avoir à passer par leur biais. Elle décrit un massacre de masse des peuples nilotiques et le fait de repousser les peuples premiers vers la vallée de l'Omo dans le sud. Pire encore, ces marchands arabes qui se sont réappropriés leurs terres ne se considèrent pas comme des Africains. Mais d'après ses dires toujours, ils ont essayé de faire croire au monde que la terre est à eux et qu'ils ont toujours été là. Elle décrit les peuples abyssins comme des descendants de métissage entre les Yéménites et les peuples premiers. Apparemment, une partie des descendants de colons refusent d'être considérés comme des Africains et de se mélanger, mais l'autre non. Elle ajoute également que la langue amharique n'est même pas une langue africaine. Tout ce dont je vous parle s'est passé dans des temps inconnus, parce qu'elle ne cite ni les lieux, ni la date, ni même la période où tout s'est déroulé. Elle affirme également que les descendants de colons, on sait toujours pas de quoi elle parle, mais j'imagine qu'elle parle des abyssins vu les photos qu'elle met, refusent de se mélanger avec les nilotiques encore aujourd'hui. Qu'on essaie de les forcer à abandonner leur mode de vie pour se conformer à celui des descendants de colons. Elle affirme même que les Mursi seraient des cousins des peuples sud-soudanais et qu'ils se ressemblent physiquement. Et pour terminer, elle présente le peuple Mursi, sa culture millénaire, elle explique les modifications culturelles qui est leur marque de fabrique, ce qu'elle a ressenti à leur contact et aussi son expérience personnelle. Alors, toute cette histoire est intéressante et propose un autre point de vue sur l'histoire éthiopienne, qui a souvent été racontée par les Habesha, les peuples des hauts plateaux du nord de l'Éthiopie. Alors, en soi, ça pourrait être intéressant. Le problème, c'est que la grande majorité des choses qu'elle dit est soit faux, soit improuvable. Disons les termes, Grandeur Noire fait de la réécriture historique complète, et ça sert plusieurs objectifs. Donc, on va parler de cette réécriture historique, je vais vous expliquer pourquoi c'en est, et ensuite, on va parler des Mursi. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est la réécriture historique? Alors, si je demande à Internet, la réécriture historique, c'est le processus de modification délibérée et souvent biaisée des faits historiques, généralement dans le but de présenter une version de l'histoire qui correspond à certaines convictions, idéologies ou intérêts particuliers. En d'autres termes, la réécriture historique, c'est tout simplement le fait de
prendre des événements historiques et essayer de les faire rentrer dans un récit qu'on a envie de raconter. Donc comment est-ce qu'on fait ? En fait, tout simplement, on prend un événement, on le tronque, on le déforme, on va carrément mettre cet événement dans un contexte qui n'a rien à voir, ce qu'on appelle un anachronisme, et le tout pour raconter une histoire qu'on veut. La réécriture historique, ça peut être fait pour plusieurs raisons. Ça peut être fait pour des raisons politiques, culturelles, idéologiques ou même religieuses. Et tout ça, ça va remettre en question la vérité objective et en plus, ça va influencer la compréhension collective du passé. Un exemple sera peut-être plus parlant. Prenons l'exemple le plus apprécié en Afrique, l'Égypte antique. L'Égypte antique, si c'est pas la plus grande, c'est l'une des plus grandes civilisations africaines à ce jour. Ses avancées technologiques, médicales, architecturales, spirituelles ont des répercussions jusqu'au XXIe siècle de notre ère et surtout dans le monde antique entier. On lui doit notamment le développement de l'astronomie, le développement d'une architecture et d'une ingénierie tellement avancées qu'on parvient toujours pas au XXIe siècle à vraiment complètement comprendre comment les pyramides ont pu être construites. On lui doit la médecine avec les guérisons de certaines blessures comme les fractures, l'invention de prothèses ou encore la chirurgie. Comme je l'ai dit, son impact a énormément résonné, surtout chez les Grecs et en Europe occidentale, où les Égyptiens antiques étaient presque érigés comme des mythes. Donc au XIXe siècle, des prétendus scientifiques ont dit que les Égyptiens ne pouvaient qu'être des blancs, puisque la race blanche était au-dessus de tous les autres. Donc déjà c'est un sophisme. Ça a créé un phénomène de démaillotage des momies pour les étudier et démontrer qu'au vu de la taille du crâne, ça ne pouvait être que des blancs ou que des caucasiens. Sauf que maintenant, on sait que la taille du crâne ne prouve absolument rien et que le démaillotage des momies a beaucoup plus dégradé les momies qu'autre chose. Cependant, on sait que certaines momies étaient plutôt nubiennes, donc de peau foncée, et d'autres étaient plutôt de type méditerranéen. Ça dépend en fait de la dynastie, mais dans tous les cas, ce n'étaient pas des Européens de l'Ouest. Et bien ça, c'est un très très bon exemple de ce qu'est la réécriture historique et de l'impact que ça peut avoir sur la culture mondiale. Lorsque je parle de réécriture historique, j'aimerais qu'on s'arrête sur la théorie que défend Grandeur Noire. Comme je vous l'ai dit, la réécriture historique sert une idéologie. Et quelle est la théorie qu'elle défend ? Une théorie de grand remplacement des populations noires, des populations africaines subsahariennes, dans des zones géographiques comme l'Afrique du Nord et la Corne de l'Afrique par des populations arabes et caucasiennes, ce qui expliquerait comment et pourquoi les Abyssins, les Imazirènes ou les Égyptiens modernes ne ressemblent pas aux populations d'Afrique centrale, de l'Ouest ou d'Afrique australe. Je vous ai déjà parlé en introduction du mouvement afrocentrisme, mais je pense qu'il est important d'y revenir et de comprendre pourquoi et comment ce mouvement a été créé. Revenons aux bases. Le premier de tous est Edward Blyden. C'est un écrivain américain et libérien du 19e siècle. Il a ouvert le débat de la plus grande civilisation africaine, l'Égypte antique. Alors, il faut savoir que ce choix n'est pas fait au hasard, puisque, comme je vous l'ai dit, cette civilisation a hanté les Européens de l'Ouest pendant des siècles, de par sa magnificence, sa science et son impact philosophique. Le fait est que pour beaucoup d'Afro-Américains et beaucoup d'Afro-Caribéens, le communautarisme était tel qu'on imaginait et qu'on imagine toujours que l'Afrique, ça ressemble uniquement à une terre composée de noirs, avec le même phénotype, la même culture, la même religion qu'eux. Et donc que tous les peuples qui disconviendraient à cette règle seraient en fait apportés par la civilisation et l'invasion. Edward Blyden explique bien que la civilisation égyptienne est noire et qu'elle est au centre. Il écrit « L'Afrique a été appelée le berceau de la civilisation et il en est bien ainsi. Des hommes de science d'aujourd'hui, mathématiciens, astronomes et théologiens, la regardent comme une sorte de clé de l'univers, un symbole des plus profondes vérités de la science, de la religion et de toute l'histoire, passée et future de l'homme. » Et Edward Blyden va surtout créer un concept extrêmement important dans l'histoire de la pensée noire, le concept de personnalité africaine. Pour résumer très vite, la personnalité africaine se caractérise par des qualités telles que la spiritualité profonde, la communauté étendue, la créativité artistique et une forte connexion avec la nature. Il a insisté sur l'importance de préserver et de célébrer ces caractéristiques uniques, plutôt que d'adopter des normes étrangères dans un contexte de colonisation européenne qui faisait que les Africains eux-mêmes bannissaient leur propre culture, comme l'animisme, le vaudou, les fétiches, les danses, les transes, jugés comme diaboliques pour accepter la chrétienté ou l'islam.
Blyden a plaidé en faveur d'une renaissance culturelle de l'Afrique, en encourageant notamment les Africains à embrasser et à valoriser une identité culturelle pour favoriser le progrès social et le bien-être d'une société africaine. Et ces idées ont marqué tout le reste de la pensée afrocentriste. Jusqu'ici, toute cette littérature noire était restée dans le domaine afro-descendant et n'était pas pris au sérieux à l'international. Mais un siècle plus tard, le chercheur Cheikh Anta Diop publie son ouvrage Nation nègre et culture en 1954. Et cette œuvre agit comme un coup de tonnerre, parce qu'il remet en question une idée reçue selon laquelle les Égyptiens étaient blancs, alors qu'en fait, selon lui, ce serait une civilisation nègre. Lorsque vous lisez son œuvre, vous comprenez qu'au-delà d'un travail de recherche, Cheikh Anta Diop propose un manifeste de réappropriation culturelle de la part des Noirs. Son objectif, c'est de rattacher la civilisation égyptienne au continent auquel il appartient, c'est-à-dire l'Afrique. Vous ne trouverez jamais un peuple qui admire l'histoire d'un autre peuple. Prenez la Serbie, prenez n'importe quel peuple de l'Europe centrale. Ce que le peuple de l'Europe centrale voudrait, c'est de refaire le chemin humble que ses ancêtres ont suivi, de retrouver le lien conducteur, le fil ténu qui le lie à ses ancêtres les plus lointains, quel que soit le caractère humble de l'expérience que ces peuples ont vécu, que ces ancêtres ont vécu. De pouvoir retrouver la somme de ses réussites, de ses succès et de ses échecs, parce qu'il est fait de tout cela. De la même façon, ce qui m'intéressait, c'était de remonter l'Afrique. Moi, quand je m'occupais d'histoire, nous étions presque une génération spontanée. On nous disait que le nègre de grande taille n'était pas un indigène de l'Afrique. C'était les théories, justement, de Rivet qui étaient en vigueur. L'Afrique était peuplée à partir de l'Océanie. Donc, le noir que vous êtes et moi, nous sommes des occupants. Nous sommes des étrangers qui sommes venus sur un sol qui nous est étranger. Les seuls habitants de ce pays, c'était les Pygmées. Le noir a devancé le blanc est venu, s'il est plus fort, il évince le noir qui est un étranger comme lui. Voilà les théories qui étaient en vigueur. Quant à l'origine réelle du noir, ça se perdait dans la nuit des temps. Et notre histoire était enseignée avec des dates qui apparaissaient comme des contes d'épiciers. Alors, devant une telle situation, la seule chose qui m'intéressait, c'était, j'étais habité par la certitude, a priori, que nous sommes là, sur ce continent, en même temps que les autres, que nous avons toujours vécu ici, que nous sommes des Noirs capables, des hommes capables, aussi capables que les autres. C'était la seule chose que l'on pouvait supposer a priori. Et ce qui m'intéressait, c'était donc de retrouver ce chemin humble qui me conduirait à nos ancêtres les plus lointains. Et quand je suis tombé sur l'Égypte, mes camarades le savent de ma génération, j'étais gêné. Ça ne m'intéressait absolument pas de tomber sur l'Égypte, pour ce que je cherchais. Si le fil conducteur, c'est la continuité, c'est la restauration de la conscience historique qui m'intéressait. C'est cette conscience historique qui est le ciment, qui réunit les individus d'un peuple, qui fait qu'un peuple n'est pas une population, un agrégat d'individus sans lien. C'est ce sentiment historique seulement que je voulais restituer, restaurer. Et je ne pouvais pas non plus, en aboutissant à l'Égypte, falsifier l'histoire par complaisance pour être dans le vraisemblable du moment. C'était tout. Et il y va pas de main morte. Il va créer des liens entre le Wolof, une des langues du Sénégal, et le proto-égyptien. Il va proposer en premier l'idée selon laquelle les nez des statues des pharaons ont été cassés pour cacher le fait que les Égyptiens étaient noirs, et donc expliquer la différence culturelle et sociétale entre les subsahariens et les Égyptiens par une régression forcée. Selon lui, les vrais Égyptiens, donc les Noirs, ont été chassés par les Arabes qui ont pris leur place et se sont fait repousser jusqu'en Afrique centrale, ce qui expliquerait pourquoi leur culture a changé à ce point. Retenez bien cette théorie, parce que ça va être un leitmotiv pour toutes les conspirations afrocentristes. Cette fameuse théorie de Cheikh Anta Diop est très controversée, mais elle est toujours diffusée aujourd'hui, 70 ans plus tard. Elle va avoir un impact retentissant. Elle va même être mise en avant par des afrocentristes des États-Unis qui vont énormément les diffuser. Peu à peu, ils vont alors s'attaquer à d'autres cultures et essayer de démontrer la force de la culture et du peuple noir, comme s'il était indivisible et uniforme, et en exploitant une comparaison constante. Il faut toujours se comparer aux Blancs. On parle de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb ? Vite, on explique que Aboubakri
L'empereur du Mali l'avait découverte bien avant, en 1312, basée sur un texte qui sous-entend un voyage écrit 40 ans après les faits de la main d'un autre. On parle d'Hannibal Barca, le Carthaginois qui a fait trembler l'Empire romain en 218. On explique que Barca était noir si on se fie à une pièce de monnaie et au travail de Cheikh Anta Diop qui dit que la Mauritanie, selon les Romains, signifie le pays des Noirs. Et il existe encore des centaines d'exemples. Pour résumer, les théories afrocentristes ne sont pas basées sur des preuves de la science, mais sur des impressions, des a priori et une méconnaissance complète de la complexité des sociétés africaines et de leurs relations entre elles. Ces théories sont fondées sur une Afrique inexistante qui relève de la légende, une Afrique mythique, une Afrique à laquelle ils auraient aimé appartenir et pas une Afrique réelle. Et en ce moment, ce mouvement de réécriture historique commence à venir peu à peu en Éthiopie. Peu à peu, on commence à remettre en question l'héritage de l'Éthiopie. Peu à peu, on commence à expliquer que les vrais Éthiopiens ne ressemblent pas aux Abyssins, mais ressemblent plus à ce qu'ils connaissent des Africains. Peu à peu, on commence à appliquer à l'Éthiopie, qui est un pays subsaharien, une élite soi-disant arabe. Pas vraiment d'ici, pas vraiment africaine. Petit à petit, sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, le nombre de comptes à propos de ça augmente. Les vidéos d'Africains en colère contre les Éthiopiens augmentent. Par exemple, cette femme a fait une dizaine de TikTok où elle est en colère contre les Éthiopiens parce qu'ils ont caché les Éthiopiens originaux. Ethiopians, you need to change your ways. You need to know that, and I'm not saying if you are Ethiopian and you don't have that same negative mindset, I'm not talking to you. But majority of you people are. The way you treat your fellow Africans is bad. I have one question for you Ethiopians. Where is your indigenous people? Where have you hid them? Show us. I know now that original people are not existing anymore because you guys have diluted too much. As soon as there was a mixed race, you guys started mixing and mixing until all the population became mixed. But once upon a time, you guys had kinky hair, black skin. What have you done to the indigenous people? You hiding them so they don't show their face as Ethiopians? Shame on you guys. Shame on you guys. And to that guy that told me that Ethiopians were born like this, Ethiopian came out like this, once upon a time, you guys were never like this. North, south, east, west, we were all one people. We looked the same. Kinky hair, dark skin. And it's not because they are dirty. It's not because of the sun. It's their DNA. Cette autre femme explique que les Éthiopiens abyssins, et globalement tous ceux qui ont les traits fins, parce que oui, les Couchitiques, vous êtes avec nous sur ce coup-là, ce ne sont pas les vrais Éthiopiens. Elle le dit en montrant des photos de Soudanais. A quick reminder, these are the real burnt faces of these countries. Bye. These In case you are didn't the already original know, Ethiopians learn they something. don't want you to see. Original. That is a mixed Ethiopian. Mix. Okay? Their blood is mixed. And when I say diluted, I mean mixed race. Okay? That is original Ethiopian. The mixed people came from that people. Mix. The same thing applies to Sudan and Egypt. So don't react emotionally. These are our people throughout. Ce sont les vrais burnt face, les vrais visages brûlés. Blague à part, réfléchissez 5 minutes. Pourquoi les Éthiopiens se seraient appelés eux-mêmes visage brûlé ? Ça n'a aucune logique. Pour t'appeler toi-même visage brûlé, il faut avoir un comparatif. Une personne très claire autour de toi qui te dise que tu es tellement foncé de peau que t'as l'air brûlé. Si t'as jamais vu autre chose que des gens avec la peau foncée, tu te considères pas comme hors norme, donc tu peux pas t'appeler visage brûlé, tu vas pas t'insulter toi-même, tu joueras sur autre chose que ta couleur de peau. Ce mot vient des Grecs Ethiopia, qui oui signifie visage brûlé, mais les Éthiopiens disent pas Ethiopia, ils disent Ethiopia. Ethiopia. Pas Ethiopia, Ethiopia. Retenez bien ça parce que j'y reviendrai plus tard. Un autre exemple, c'est ce TikTok. Pour vous expliquer très rapidement la vidéo de base, pendant le mois de Ramadan, cette femme distribue de l'eau et des collations pour casser le jeûne du Ramadan. On ne sait pas où la scène se passe. Il semble que ce soit une bénévole qui donne à des personnes démunies, mais en réalité on ne sait pas vraiment quel est le contexte de ces dons.
3 femmes viennent pour recevoir elles aussi des collations. Il se trouve que ces 3 femmes semblent africaines, d'origine au moins. Elles sont ignorées par la dame en noir. Le public sur TikTok semble y déceler une forme de racisme puisqu'elle ignore les 3 femmes noires mais elle donne aux autres. Certains disent que cette femme ignore volontairement les noirs, d'autres disent qu'on n'a pas tout le contexte, etc. En tout cas, comme moi je ne suis pas arabophone, je ne peux pas clairement expliquer ce qu'elle dit dans la vidéo. Je ne vous parle donc que de la réaction du public. Cette vidéo a été prise comme une réaction raciste de la part de la dame en noir. Alors plusieurs personnes ont réagi, se sont offusquées de cette vidéo, y compris cette femme-là. Ethiopian, Eritreans, Somalian. We are not African. We are not African. Just watch this video. If you think you are mixed your blood with China, Arabs, white people, and you think they will like you, they don't like you. Rather than they are using you. After that, they dump you. You see? Mais sa réaction, honnêtement, je la comprends pas. Déjà, le ton moqueur est hors de propos, parce que c'est une situation grave. Si c'est réellement une situation de racisme, alors on parle d'une femme à qui on ne donne pas de collation, alors qu'elle a passé toute la journée sans boire ni manger, dans un endroit qui semble chaud, sur la seule base de sa couleur de peau. Donc c'est extrêmement grave. Mais ça démontre que cette femme-là, cette femme qui réagit, a tellement intégré la normalité d'être discriminée, qu'au lieu de s'en prendre aux auteurs de cette discrimination, soit cette femme, elle va tourner la tête vers ses propres rangs et elle va s'en prendre aux Éthiopiens, Somaliens et Érythréens. On arrive au deuxième point, quel est le rapport avec les gens de la Corne de l'Afrique? On ne sait pas d'où viennent ces femmes, on ne sait pas si ce sont des Africaines ou des Afro-Arabes, soit les descendants des Africains déportés dans le monde arabe, on ne sait même pas si elles viennent d'Afrique de l'Est, on ne sait absolument rien. Et ça démontre que cette femme a juste envie de s'en prendre aux Éthiopiens. Et ça, c'est de la haine pure. Et des vidéos et des comptes comme ça, il y en a pléthore. Sinon, vous avez encore plus violent. Moi, je suis tombée sur ce compte TikTok d'un afrocentriste qui insulte les Abyssins en leur disant de rentrer chez eux parce qu'ils sont arabes et en expliquant qu'il soutenait et qu'il était un vrai Éthiopien. Et surtout, il va mettre en photo de profil Mengistu Haile Mariam. Dans ce cas-là, soit c'est un radicalisé complet fan du Derg, le régime dictatorial qui a succédé à l'Empire de 74 à 91, soit c'est juste quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle et qui glorifie Haile Mariam uniquement parce qu'il correspond à l'idée qu'il se fait des Africains. Et pour vous donner un ordre d'idée, Mengistu Haile Mariam, il était surnommé le Négus Rouge. Il a fait installer des couvre-feux pendant 20 ans, il a fait tirer à vue sur tous ceux qui passaient hors couvre-feu, y compris les enfants, hein. Il faisait kidnapper tous ceux qu'il imaginait être contre son régime sans preuve, hein. Il les faisait exécuter. Et pour que les familles puissent récupérer le corps de leurs proches, et je le répète encore une fois, on peut parler d'enfants, il leur faisait payer la balle qui avait été utilisée pour les abattre. Une image vaut mieux que 1000 mots, voici le discours de Mengistu Haile Mariam juste avant sa chute. Dans la bouteille que vous voyez là, hein, la bouteille qu'il brandit, c'est du véritable sang, c'est celui de ses opposants. Donc quand vous voyez ce genre de personnes qui créent des comptes à la gloire d'un homme qui a volontairement créé des famines dans son propre pays, vous comprenez que ce qui les intéresse, c'est pas la vérité des faits. C'est une Afrique légendaire qu'ils se créent entre eux. L'idée dans le rejet des Abyssins, des Couchitiques et de tous ceux qui ressemblent pas à leurs critères d'être noirs, c'est surtout de propager cette théorie de réappropriation culturelle. Et maintenant que j'ai un peu expliqué ce qu'est l'afrocentrisme et ses dérives à propos de l'Éthiopie, laissez-moi vous expliquer avec quelle technique Grandeur Noire va vous enfumer pendant toute sa vidéo. Il y a plusieurs problèmes avec la théorie que je viens de vous énoncer. Le premier problème, c'est que Grandeur Noire ne fait pas un travail de vulgarisation réel. Quand on fait un travail de vulgarisation, et surtout en histoire, il faut que le public puisse répondre à 5 questions à la fin de la vidéo. Quand, comment, où, pourquoi et qui. Et dans la vidéo de Grandeur Noire, elle est tellement dans le flou que vous pourriez croire qu'elle y répond, mais en réalité, pas du tout. Prenons ensemble sa théorie. La première question qui manque, c'est quand. À quel moment de l'histoire de l'Éthiopie, de l'Érythrée, de la Somalie fait-elle référence? On ne sait pas.
Et le problème que ça pose, c'est que l'histoire de la Corne de l'Afrique est extrêmement complexe. Il y a eu beaucoup de civilisations qui se sont côtoyées, qui sont nées et qui ont disparu. La culture Shai du XIIIe siècle, une civilisation animiste reconnue pour ses forts liens commerciaux et sa neutralité religieuse, le royaume de la reine juive Goudite en 960 qui a fait chuter le royaume d'Aksum, lui-même fondé autour du 1er siècle avant Jésus-Christ, on pourrait parler de la civilisation des Arla qui ont contribué à l'importance de la ville de Djibouti et de Harer, la civilisation des Somalis et ses clans qui est encore en vigueur aujourd'hui, etc., etc. De plus, elle parle de commerce entre les colons orientaux et les peuples premiers éthiopiens. Quand a eu lieu ce commerce? Sachant que la Corne de l'Afrique, c'est une région qui s'est beaucoup enrichie, notamment grâce au commerce, et ce, tout au long de son histoire. Donc il est impossible de savoir de quoi elle parle particulièrement. Comme elle ne donne aucune date, on ne peut pas réfuter ni affirmer ce qu'elle dit, parce qu'en fait, elle peut très bien, en cas de réfutation, dire « Ah mais non, je ne parle pas du tout de cette période », et le tour est joué. Mais vous allez voir plus loin dans la vidéo qu'elle a laissé quelques indices. La seconde réponse qu'on n'aura jamais, c'est « où ». Parce que, instinctivement, on se dit « Bon, elle doit parler du nord de l'Éthiopie. Elle dit que les marchands asiatiques et orientaux viendraient du Yémen. Donc, ça ne peut être qu'au nord de l'Éthiopie. » D'accord, mais ça ne nous dit pas où précisément ces actions se sont passées. Sachant qu'il y a plusieurs ports sur la Corne de l'Afrique. On peut trouver Massawa en Érythrée actuelle, Zeila et Berbera, ou encore Djibouti. Tous ces lieux sont très différents et abritent des populations très différentes. Et encore, parce que là je parle de ports dans la Corne de l'Afrique, mais comme le discours de Grandeur Noire est complètement flou, si j'étais totalement de mauvaise foi, je dirais aussi que la provenance des marchands est du Yémen, ok, mais qui nous dit que les faits se sont pas passés bien plus au nord, vers Port-Soudan? Le problème, c'est que Grandeur Noire ne sait pas expliquer où les faits se sont passés. Et ça, c'est un problème quand on parle d'histoire, et encore plus quand on parle d'histoire de l'Afrique, où il y a énormément de civilisations qui se côtoient. La troisième question à laquelle Grandeur Noire ne va pas répondre, c'est de qui elle parle. Et ça vaut pour les deux parties. Quand elle parle de marchands qui viennent du Yémen, de marchands asiatiques, de marchands orientaux, de qui elle parle? Alors, instinctivement, on se dit, bon, elle doit parler des Arabes, vu qu'elle fait une comparaison plus tard avec le Maghreb. Mais en réalité, on ne sait pas de qui elle parle. Elle parle de Yémen et par extension du Moyen-Orient. La question, c'est de qui elle parle, parce que au Moyen-Orient, il n'y a pas eu que les Arabes en termes de civilisation expansionniste. On note les Perses, dont la dynastie sassanide a occupé l'actuel Yémen au 7e siècle de notre ère. On note les Ottomans aussi, dont les actuels Turcs, qui l'ont occupé au XVIe siècle. Il y a aussi le fait que le Yémen était un port commercial extrêmement important, qui liait l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. Mais aussi que les civilisations arabes, perses, ottomanes étaient des civilisations qui pouvaient englober des ethnies différentes, comme l'Empire romain. Voici une carte. Dans le monde actuel, en 2024, on considère que tous ces peuples sont arabes, parce qu'ils parlent arabe et qu'ils ont été influencés par une culture arabe. Mais ce ne sont pas tous des Arabes. Les Libanais descendent d'un peuple qu'on appelait les Phéniciens à l'Antiquité. Les Libyens avaient parmi eux des Numides. Les Yézidis sont comptés dans le monde arabe, mais en réalité ce sont des membres d'une ethno-religion, c'est-à-dire une religion spécifique à leur ethnie. Donc en soi, parler de marchands yéménites, puis orientaux, puis asiatiques, ça n'a pas de sens. Parce que si je pousse la mauvaise foi jusqu'au bout, asiatique, ok, donc l'Inde est inclus, vous voyez que ça n'a pas de sens. Dans le cas des peuples premiers, elle ne donne aucun contexte, sachant que l'Éthiopie et la Corne de l'Afrique étaient déjà diversifiées pendant l'Antiquité. Elle considère que les Mursis, et par extension les peuples nilotiques, puisqu'elle parle de leurs traits, sont des peuples premiers. En d'autres termes, pour elle, les peuples premiers seraient, si je comprends bien, des actuels Soudanais. Le problème, c'est que dans cette phrase... Concernant ces colons, ils ont créé une culture métissée où ils ont puisé ceux qui les intéressaient dans la culture et l'histoire de l'Afrique et où ils ont emmené pas mal de leur culture orientale et asiatique. Elle parle de l'histoire et la culture africaine. Ça veut dire quoi une culture africaine? Il n'y a pas une culture africaine, il y a des cultures africaines. Les Bantous, qui ne sont pas les Sahéliens, qui ne sont pas les Khoïssanes, qui ne sont pas les Couchitiques, qui ne sont pas les Afrasiens. Donc, de qui elle parle? Alors vous allez me dire... Tu es de mauvaise foi, elle parle des Nilotiques. Très bien, mais de qui elle parle alors? Elle parle des Dinka, elle parle des Nouel, elle parle des Anuak, elle parle des Gummus. Toutes ces ethnies sont différentes et ont des cultures différentes, parfois même en guerre.
Donc de qui est-ce qu'elle parle quand elle parle de la culture africaine? Pareil pour l'histoire de l'Afrique. Toutes ces cultures n'ont pas la même histoire, donc de quoi elle parle? Et en plus, elle dit que ces colons ont créé une culture métissée. De qui est-ce qu'elle parle? Donc on pourrait penser qu'elle parle de la culture amara, puisqu'elle parle de langue amharique, mais ma question c'est quels éléments les Amaras ont-ils dans leur culture qui viennent des peuples premiers nilotiques et quels éléments ils ont dans leur culture qui viennent des colons orientaux? Et surtout, dans quelle proportion? Elle dit qu'il y a un peu de culture orientale, mais qu'est-ce que ça veut dire? Un peu. Vous voyez, c'est toujours extrêmement flou. Une autre réponse qu'on n'aura jamais, c'est comment? Comment est-ce que ces marchands asiatiques sont venus? Est-ce que c'est par la mer? Est-ce que c'est par la terre, via les caravanes? Parce que les deux sont différents. En combien de temps cette immigration et cette soumission des peuples premiers a été faite? On parle de quoi? On parle de mois, on parle d'années, on parle de siècles, on parle de millénaires? En combien de temps? Et surtout, en quelle proportion? Combien de gens sont venus? Est-ce que cette soumission a été faite uniquement au niveau de l'élite ou est-ce que toute la population a été touchée? Est-ce qu'il y a des registres qui montrent cela? Alors là, vous allez me dire, ils, donc probablement les Arabes, ils ont tout effacé pour justifier leur existence. Ok, en admettant qu'on parle des Arabes, qui ont les registres les plus complets en ce qui concerne les conquêtes et les soumissions des autres peuples, y compris les viols, les meurtres et les réductions en esclavage. Où sont les registres? Il y a également toute une culture autour de la pureté du sang et des métissages, qui impacte encore aujourd'hui les Afro-Arabes sur la péninsule arabique. Il doit donc exister des registres à propos des peuples du nord de l'Éthiopie, si c'est au nord. J'en parlerai plus tard. Vous voyez, tout est flou. Elle pose beaucoup plus de questions qu'elle ne peut y répondre. Tout ça, c'est totalement normal, parce qu'en réalité, Grandeur Noire répète des théories racistes qui ont tourné énormément dans la communauté scientifique coloniale européenne et arabe, même communauté scientifique qu'elle rejette en bloc. C'est pour ça que je parle de théories racistes dans l'introduction de ma vidéo. Un autre des éléments les plus importants de la vidéo de Grandeur Noire, c'est la question du storytelling. Le storytelling qu'utilise Grandeur Noire est très intéressant, parce qu'elle va jouer sur les grandes valeurs des communautés noires francophones et particulièrement sur les grandes valeurs de la culture antillaise, le matriarcat, la résistance contre l'oppresseur et la révélation de la vérité. Avec ces trois éléments, elle a réussi à capter votre attention. Je vais m'expliquer. Grandeur Noire va utiliser trois personnages. Le premier, c'est la maman, le matriarcat. Le personnage en filigrane qu'elle utilise, c'est celui de la transmetteuse, celle qui sait, c'est celui de la maman. Elle va mettre en avant d'ailleurs le fait qu'elle voyage avec son enfant, le fait que les Mursi ont pris soin de son bébé, comme étant une preuve de sa bonne foi. C'est-à-dire qu'en plus, quand ils ont vu Douka, ils sont tombés amoureux de Douka. Hommes, femmes, enfants, ils étaient en mode parrain-marraine. Ils ont offert des figurines de vaches, des figurines de cabri à Douka. Ils ont offert des bracelets. Bref, on est reparti avec une avalanche de cadeaux. Elle incorpore chez vous l'idée que si c'est une maman, alors elle va dire la vérité. C'est d'ailleurs sur cette même idée de transmission maternelle, de transmission générationnelle qu'elle va jouer quand elle va faire 3 pubs pour son application. Et même la fin de la vidéo où elle va proposer des livres pour enfants. Les livres, on a Petite Soa et ses ancêtres. C'est une histoire qui suit une petite Guadeloupéenne qui se pose des questions sur ses grands-parents dont on lui parle mais qu'elle n'a jamais vus puisqu'ils n'existent plus. Ce livre est un excellent moyen d'aborder la perte d'un proche avec des enfants très jeunes. Mais c'est également l'occasion de parler spiritualité africaine avec eux. Et pour ceux qui sont originaires de la Guadeloupe, eh bien le livre est bilingue français-guadeloupéen. Le rôle de la maman est très important, surtout dans la communauté noire francophone qui met en avant le concept de matriarcat, concept qu'utilisait d'ailleurs Cheikh Anta Diop, qui est sa première inspiration d'ailleurs, on y reviendra. Elle va ensuite passer au second rôle, celui de la gossipeuse. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Le personnage de la gossipeuse repose sur le shock value, le fait de choquer, pour rester dans les mémoires. C'est quelque chose qu'on utilise en marketing, mais qu'elle utilise aussi ici. Elle utilise un ton piquant et elle fait tenir à son personnage de Grandeur Noire une tasse de thé. Hey, les informations que j'ai à te donner seront difficiles à avaler pour certains. Oui, parce que si tu as toujours cru que l'Éthiopie n'a jamais été colonisée, eh ben prévois une grande tasse toi aussi. Et si tu pensais que la chrétienté orthodoxe qui est pratiquée en Éthiopie est une religion d'origine africaine, cette tasse de thé fait référence à l'expression américaine spill the tea, qui signifie verser le thé, soit raconter des ragots. C'est une expression qui est souvent utilisée par les youtubeurs qui parlent de rumeurs sur les célébrités.
Vous remarquerez d'ailleurs que dans cette phrase, « Hey, les informations que j'ai à te donner seront difficiles à avaler pour certains. » elle met déjà le doute dans la tête du spectateur. Difficile à avaler pour certains, ce qui signifie qu'elle se met déjà dans la position de défense. Elle sait que ce qu'elle dit va choquer, et elle met direct le public qui la croit dans une position de résistant. Le public va devenir son confident, va être de son côté, du côté de la vérité. Elle utilise ce ton pour vous appâter, et d'ailleurs, elle va utiliser des mots très forts comme propagande, massacre, persécution. Là, le tour est joué. Elle a votre attention. Ensuite, elle passe au troisième personnage, celui du résistant. Ce personnage, Grandeur Noire l'utilise pour montrer qu'elle va chercher la vérité. Elle parle de propagande, elle parle du fait qu'on lui a menti. Elle s'inclut dans cette histoire. Grandeur Noire part du principe qu'elle est connectée avec les Mursi et les peuples premiers, qu'elle fait dans un sens partie de l'histoire de l'Éthiopie et de son territoire. Elle le dit quand elle parle de notre histoire. La question qui nous intéresse, nous, c'est qu'en est-il des peuples premiers, puisque ce sont eux qui portent notre histoire et notre génétique. Et remarquez bien, elle dit notre histoire, donc elle s'inclut dedans. De plus, elle fait plusieurs références à ses ancêtres qui lui auraient parlé. Quelque chose d'un petit peu spirituel. Finalement, j'ai écouté le chuchotement de mes ancêtres qui m'ont dit « Meuf, vas-y ». Notez également qu'elle se présente en tant qu'enquêtrice sur le terrain. On le voit avec ce carton, enquête de terrain. Si on se base sur ce qu'elle dit, les descendants de colons, donc probablement les Habesha, ont essayé de l'empêcher de venir enquêter. Je peux vous dire que j'ai été beaucoup découragée d'aller à leur rencontre. On m'a dit quoi? Mais non, ils sont dangereux. Non, on n'y va pas. Ils vont casser ton téléphone, ils vont casser ton drone, ils vont te faire du mal. En plus, tu as un bébé. Oui, parce que je vais partout avec Douka. Et ça, cette interdiction tacite, le fait qu'apparemment on l'empêcherait de venir dans un des lieux les plus touristiques d'Éthiopie, on y reviendra. Notez également qu'elle va présenter l'histoire de l'Éthiopie de façon binaire. Elle va présenter la population éthiopienne en opposant les Habesha et les Nilotiques. Mais en réalité, la population éthiopienne est composée de 3 familles de peuples. Les Nilotiques, les Habesha, les Couchitiques et éventuellement en quatrième, les Omotiques. Mais en réalité, ils se rapprocheraient un peu plus des Couchitiques. Les Habesha représentent environ 40% de la population. Les Couchitiques, 42%. Les Nilotiques représentent à peine 1% de la population et le reste sont des populations omotiques. Elle mentionne absolument pas les Couchitiques, alors que, comme je l'ai dit, ils représentent environ 42% de la population. Elle présente les Nilotiques comme les peuples indigènes d'Éthiopie. Ça, on y reviendra. Pour résumer, son storytelling et la narration qu'elle va vous faire de l'histoire de l'Éthiopie est elle-même englobée dans un récit d'aventure, de résistance. Le public se sent investi avec elle, et il ne va pas prendre le temps de remettre en question sa narration. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on va parler des sources. Alors, on va aller très vite, il n'y en a qu'une. La source en question est une vidéo kémite qui elle-même n'est pas sourcée. Donc, on peut dire qu'il n'y en a pas. Et d'ailleurs, Grandeur Noire va faire tout un discours où elle parle de propagande, de ce qu'il voudrait vous faire croire. Donc, probablement des oppresseurs qui ont pris la place des peuples premiers, à savoir les Nilotiques. Alors je suis arrivée en Éthiopie en pensant à la propagande que nous avons tous entendue. Justement, cette esthétique des plateaux et des scarifications sont utilisées comme propagande contre les Mursi pour dire « Ah, regardez, c'est sauvage, ils font des scarifications, oh là là, ça fait mal, c'est horrible, c'est sauvage !» pour les faire passer pour un peuple violent, agressif, dangereux. C'est une propagande organisée pour sanctionner les Mursi de résister à l'acculturation et l'assimilation. Elle va remettre en question des faits avérés, comme le fait que l'Éthiopie n'a pas été colonisée, et elle va même aller jusqu'à parler de colons contre des colons. Mais tout ça sans source. C'est à cause du fait qu'il n'y a pas de source que Grandeur Noire va à ce point appuyer sur le storytelling. C'est pour ça que je vous en ai parlé. Mais avant de parler du storytelling de la grande résistance, on va s'intéresser à ce qu'elle dit. Commençons par parler du métissage des Éthiopiens. I didn't say bad things about Brooks. I said I don't think that he's good for you. How do you know what's good for me? That's my opinion! Ah, cette idée de métissage, combien de fois je l'ai entendue? Cette idée de métissage entre les Arabes et les Africains est vieille de plusieurs siècles, et en fait ça vient pas du tout de Grandeur Noire. Elle le sort pas de son chapeau. Elle a tellement été répétée tant et si bien qu'elle est rentrée dans la culture éthiopienne elle-même. Donc si on part du principe que Grandeur Noire dit la vérité et que c'est bien un Éthiopien qui lui a dit, en fait je suis pas du tout étonnée. Mais prenons les choses une par une. Je vais m'appuyer sur le travail de 2 historiens éthiopiens, Ayele Bekeriye et Mesai Edebe, et d'un historien américain, David Phillipson,
Pour vous expliquer comment et pourquoi je dis que Grandeur Noire s'appuie sur une théorie raciste pour prouver son argumentaire. Dans son ouvrage Historiographie éthiopienne, Déconstruire la sémitisation, Messai Kebede aborde un point intéressant. Les fondateurs des études historiques concernant l'Éthiopie, qu'on appelle les Ethiopian Studies, sont des Européens avec de grandes figures comme l'historien allemand Job Ludloff, on y reviendra, ou le fameux Conti Rossini et son œuvre publiée en 1928. Tous ces historiens ont axé leur travail autour de la même période, le royaume d'Aksum, fondé au 1er siècle avant notre ère et qui a disparu vers le 7e siècle après Jésus-Christ. Et je le rappelle, ce sont des Européens. Alors vous allez me dire, ok, où est le problème? L'ethnie n'a rien à voir avec le travail qu'on peut produire, n'est-ce pas? Et moi je vous répondrai absolument. En réalité, j'appuie sur le fait que ce sont des Européens à cause du contexte dans lequel ils ont publié leur travail. L'Éthiopie telle qu'on la connaît aujourd'hui a souvent été mal définie. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les origines de l'Éthiopie, ce terme est lui-même mal connu. Les Grecs antiques parlaient des gens à la peau foncée comme Ethiopia, les visages brûlés, et pouvaient autant signifier les Noirs d'Afrique que les Indiens foncés de peau. Et d'ailleurs, ils se trompaient entre les Indiens et les Africains. Or, si vous connaissez le grec ancien, vous savez qu'on dit Ethiopia, mais en Éthiopie, on dit Ethiopia. Je sais que ça paraît négligeable comme détail, mais justement, ça ne l'est pas du tout. Dans la tradition éthiopienne, comme le dit l'historien éthiopien Abebe Bekele, le mot Ethiopia a en fait une autre signification. Il ne vient pas du grec, mais vient du roi d'Aksum, le fondateur nommé Éthiopis. Les Éthiopiens se nomment donc en fonction de leurs propres critères et pas en fonction du point de vue d'un peuple étranger. Et pourtant, c'est bien la théorie des Grecs qui a été retenue dans l'histoire et dans l'inconscient collectif. Et du coup, tout le monde croit encore que les Éthiopiens se sont appelés eux-mêmes les visages brûlés. L'identité ethnique des Éthiopiens a toujours été discutée en fait. Abebe Bekele explique bien que depuis au minimum 1000 ans, l'africanité des Éthiopiens a toujours été remise en question et qu'on a toujours essayé de les rattacher à quelque chose d'autre. On a toujours essayé de les sémitiser, c'est-à-dire de les rapprocher des peuples sémites comme les Juifs, les Arabes, les Canéens ou encore d'autres. Les voyageurs arabes qui passaient par l'Éthiopie au IXe siècle parlaient déjà des gens de la Corne de l'Afrique comme Habeshan, qui signifie mélange de peuples. J'ajouterais également que le mot Habesha ne vient pas de l'arabe Habesh, mais vient bien de Habishi, qui lui est le nom du fils du roi Kush. Ça n'a rien à voir, il n'y a pas de lien. Encore une fois, c'est pas parce que ça se ressemble que c'est la même chose. Donc pour résumer, cette idée de métissage a toujours été plus ou moins présente, mais sans aucune preuve, et ce besoin de donner un autre nom que le nom demandé par les Abyssins a toujours été présent. On essaie toujours de les rattacher à quelque chose d'autre. Mais vers le XVIIe siècle en Europe, après la découverte de l'Amérique, le début de l'esclavage des Noirs par les Européens, le sujet du royaume d'Abyssinie revient sur la table. C'est le siècle des découvertes, de l'exploration et le début de l'intérêt pour l'Europe. Il se trouve que, depuis le XIIe siècle, il existe une légende à propos d'un royaume chrétien d'Orient, caché au milieu d'autres royaumes musulmans, qu'on appelle le royaume du prêtre Jean. Cette légende a été retrouvée dans le Mirabilia de Jourdain de Séverac, un moine français du XIIe siècle, et a toujours été un mystère. Parfois on le situait en Asie, parfois au Moyen-Orient, parfois même en Afrique. Avec le temps, la recherche de ce royaume a été oubliée jusqu'au XVIIe siècle, où les grands explorateurs commençaient à étudier et à répertorier le monde. Chacun voulait donc le trouver et avoir la gloire de cette découverte. Alors que certains scientifiques se concentrent sur le monde oriental, à savoir les Turcs notamment, d'autres, comme Job Ludloff, décident de s'intéresser à un monde qu'on ne connaît pas assez, l'Afrique. Car oui, à ce moment-là, dans le consensus européen, l'Afrique n'est qu'un vaste réservoir à esclaves et ne mérite pas vraiment d'être étudiée, excepté un seul pays, le royaume d'Abyssinie. Et c'est le scientifique allemand Job Ludloff qui va se présenter en père fondateur de l'étude scientifique de l'histoire éthiopienne. Il a appris le Gèze et l'Amharique par un moine éthiopien en voyage à Rome, Abba Gorgorios, ainsi que ses 4 autres compagnons. Abba Gorgorios était un proche de la famille royale, donc il avait eu accès à une très bonne éducation. Il a donc aidé Job Ludloff à apprendre les us et coutumes de son pays, la littérature, la structure sociale de son royaume, etc. Les deux religieux créèrent une véritable relation fraternelle ensemble, et ils écrivirent 4 dictionnaires latins-amhariques, les premiers de l'histoire européenne, mais aussi sa plus grande œuvre, Nouvelle histoire de l'Éthiopie et d'Abyssinie, publiée en 1684. Malgré leur grande amitié qui est vraiment digne d'un roman d'aventure, Abba Gorgorios n'a jamais été mentionné dans l'écriture de ses œuvres, et il n'a jamais reçu aucun profit de ses œuvres. Il mourra en 1658 lors d'un naufrage
sur les côtes turques alors qu'il revenait en Éthiopie. Alors, c'est une jolie histoire, hein, mais il faut comprendre quelque chose. Abba Gorgorios ne parlait ni le latin, ni l'italien. À la base, c'était même un autre moine éthiopien qui devait leur traduire ce que l'autre disait. Ajoutez au fait que Ludloff, qui, même si il était très volontaire, il ne parlait pas parfaitement le guèze. Donc le problème majoritaire qu'on a avec cette source-là, c'est que Job Ludloff n'a jamais mis un pied en Éthiopie. Ses dictionnaires et ses écrits sur l'Éthiopie sont basés uniquement sur ce qu'il a compris de ce que disait Abba Gorgorios. Et c'est Ludloff qui a été nommé par l'histoire le plus illustre des éthiopianistes. Ça, mesdames et messieurs, c'est la base, c'est le fer de lance des études éthiopiennes dans le monde, et je ne rigole pas, cet homme a été utilisé comme base pour tous les autres grands travaux à propos de l'Éthiopie, il a été repris partout, son travail a été traduit en près de 25 langues, et envoyé dans toutes les cours européennes de l'époque, et finalement, c'est quoi ces ouvrages? Il y avait quoi dedans? Eh ben accrochez-vous, vous me dites si ça vous rappelle quelque chose. C'est dans ces ouvrages qu'on trouve pour la première fois la trace du lien entre les Sud-Arabiques, les Sémites et les Abyssins. En effet, quand il a appris que le sud de l'Arabie et le nord de l'Éthiopie avaient des éléments culturels en commun, comme les statues, les fresques, l'écriture, eh bien, Job Ludloff a décidé d'attribuer la civilisation aksumite à des peuples sud-arabiques pour des raisons très simples. Job Ludloff, comme beaucoup de penseurs de son époque, pensait que les peuples noirs, les peuples subsahariens, ne pouvaient pas avoir créé un empire pareil, tout seuls, vu qu'ils étaient très primitifs et proches des animaux, je ne rigole pas. Et donc, qu'étant proches géographiquement des sud-arabiques, ayant des éléments culturels en commun, ils n'avaient pu qu'être colonisés par les peuples sémites et sud-arabiques, qui avaient amené leur toute-puissance. Et je vous cite son œuvre la plus connue, Nouvelle histoire d'Abyssinie, publiée en 1684. Des noms des Abyssins et leurs origines. Les noms qu'on a donnés à ces peuples en ont extrêmement obscurci l'histoire. Les anciens géographes les ont compris avec tous les peuples de la zone tauride, sous le nom d'Indiens. Quelques-uns les ont appelés Aksumites, d'Aksuma, qui, à long terme, a été la ville capitale de leur empire. D'autres les ont confondus avec les Nubiens, leurs voisins. Ils n'ont pu souffrir pendant longtemps qu'on les appelât Abyssins ni Abessins, ce nom qui vient du mot arabe Habesh, qui, dans cette langue, signifie un mélange de nations. Leur paraissant trop injurieux, et quoi qu'on les connaisse aujourd'hui par tout le monde que sous ce nom, ils ne veulent point encore le prendre dans leurs livres. Ils aiment mieux celui d'Éthiopien. Cependant, il faut avouer que celui-ci est trop général et que l'on enveloppe sous ce nom quantité d'autres nations. Il n'y en a point qui soit plus de leur goût que celui de Gèze, dont ils qualifient leur royaume, parce que ce terme, qui dans leur langue signifie liberté, flatte davantage leur vanité et leur ambition, quoiqu'assurément dans la grande suggestion dont ils vivent aujourd'hui sous la domination absolue de leur roi, il n'est pas trop sujet de vanter cette liberté. Peut-être cependant que ce fut pour la défendre que s'étant ligués, ils quittèrent l'Arabie pour venir habiter l'Afrique. La langue éthiopique qu'ils parlaient autrefois, leur naturel, leur taille, leur visage, l'air et les manières toutes arabes qu'ils ont retenues, marquent assez leur origine, et que ce n'est pas sans fondement qu'ils se glorifient d'avoir eu pour reine une des illustres princesses de l'Antiquité, qui est la reine de Saba. De quelque côté que soient venus les Abyssins, il est certain qu'ils s'étaient puissamment établis dans le pays qu'ils occupent, et leur empire était autrefois d'une très vaste étendue. Quoique les Galles, peuple barbare et cruel, en ayant détaché plusieurs belles et grandes provinces, et désolé beaucoup d'autres. L'Abyssinie ne laisse pas d'être encore aujourd'hui fort considérable. Bon, c'était un peu long, mais qu'est-ce qu'on a là-dedans? Eh bien dans ce texte, Job Ludloff va montrer 3 choses. 1. Le mépris eurocentriste qu'il a par rapport à ce qu'on lui dit de la culture éthiopienne. C'est-à-dire que on lui dit que les Éthiopiens préfèrent se faire appeler les Gèzes, mais lui, il trouve que c'est trop vaniteux de les appeler comme ça. Alors que Gèze veut dire liberté. Pire que ça, il se moque presque de leur royaume en appuyant sur le fait qu'ils ne sont pas tout à fait libres. Ensuite, on trouve quoi? La première apparition de l'idée du métissage entre arabe et noir, et il prend pour preuve les manières, la taille, le visage. Comment est-ce qu'il pourrait connaître les manières, la taille, le visage des Éthiopiens alors qu'il n'est jamais allé là-bas? Il en a connu 5 Éthiopiens en Europe. Je passe sur le 3e problème, l'argument du Gèze qui ressemble à l'arabe.
ሕያዎ ይነብር ለዓለም ወሞተ ፍጡራን አልቦቱ አዌ መምህሬ በይነምንቲ መስለከሉ አናግድ ዘመፁ لغيار إل بن خوث ذي آل حضاي ورحل من أهله. Et c'est ça, c'est basé sur ce genre de preuves. Ah, et notez aussi qu'il mentionne les galas. Galas, c'est un mot raciste en Éthiopie actuelle et qui désigne les personnes d'ethnie oromo majoritairement, mais aussi les peuples du Sud. On notera que Job Ludloff va indiquer que ce sont des peuples barbares et cruels, ce qui montre qu'il est biaisé. Je le rappelle, il est jamais allé en Éthiopie, il se base uniquement sur les dires d'un moine éthiopien et se permet de donner son avis sur les peuples galas du Sud. Il se permet de se moquer des peuples oromo. Il ne sait pas à quoi ça ressemble. Et pour ceux qui douteraient encore de l'idée que se faisaient à l'époque les Européens de l'Afrique, Hegel, philosophe allemand, disait des Noirs que le nègre n'a pas d'histoire, il ne fait pas l'histoire. En d'autres termes, les Africains subsahariens n'étaient pas assez intelligents pour ne serait-ce qu'imaginer ce genre d'empire, dans la même veine que l'Égypte qui devait forcément être blanche. Kébédé explique que les Européens du XVIIe siècle ne pouvaient pas se figurer que d'autres peuples du Sud, notamment, pouvaient avoir cette intelligence. Donc forcément, quand on tombe sur l'Éthiopie et son royaume d'Aksum, le premier réflexe, c'est de l'attribuer à quelqu'un d'autre qu'un noir. Et cette croyance a continué jusqu'au 19e siècle. On en trouve des traces chez Wallis Budge, qui a traduit le papyrus d'Ani. Mais il a aussi traduit le Kebre-Nagus, le livre de la dynastie éthiopienne. Et que disait Wallis Budge à propos des Éthiopiens? Je cite: les Sémites ont trouvé ces nègres sauvages et leur ont appris la civilisation et la culture. Avec le temps, les historiens éthiopiens eux-mêmes qui ont fini par suivre cette théorie, qui je le rappelle vient d'un mec qui n'a jamais mis un pied sur le sol éthiopien, et pire, ils l'ont étayé, justifié, expliqué. Pourquoi? Pour des fins politiques. C'est pour cette raison que je ne fais pas confiance à la couleur de peau d'un historien, même s'il vient même de mon propre peuple, pour juger de son travail. Mais par rapport à ses preuves et la fiabilité de sa méthode de travail, cette théorie a été reprise et diffusée pendant très longtemps. Elle a teinté tout le domaine de ce qu'on appelle les Ethiopian Studies aujourd'hui. C'est de là d'où ça vient cette théorie. Et c'est pour ça que je dis que Grandeur Noire s'appuie sur une théorie raciste. Cette théorie explique que les Noirs tout seuls ne peuvent pas créer d'empire, pas de pouvoir fort, ne peuvent pas résister. C'est une théorie qui explique que les peuples Agao qui vivaient déjà dans le nord de l'Éthiopie avant l'arrivée des Arabes, et ça on a des preuves, je vous les mets en barre d'infos, n'étaient pas assez intelligents pour être à la tête d'Aksum. Et que représente le royaume d'Aksum pour les Européens? Le royaume d'Aksum, fondé autour du 1er siècle et disparu autour du 7e siècle, était à son apogée considéré comme l'une des plus grandes puissances mondiales. Il faisait partie des 4 plus grandes puissances mondiales, à égalité avec Rome, la Perse et la Chine. On trouve des traces de son influence jusqu'en Jordanie. Il existe là-bas ce qu'on appelle la fresque des 6 rois, qui date du 7e siècle, une longue fresque qui représente 6 plus grands rois de l'époque. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? El Najashi, le Négus. En Amérique, le roi. Ajoutons à cela qu'il s'agit du second royaume à avoir embrassé le christianisme et l'avoir cristallisé dans la région. Ce qui va devenir l'orthodoxie éthiopienne, qu'on appelle aussi le Tewahedo. Parlons un peu de l'orthodoxie éthiopienne. J'ai fait toute une vidéo sur la crise de l'orthodoxie éthiopienne, encore une fois. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Et pour finir, concernant la chrétienté orthodoxe, eh bien elle est arrivée avec ces peuples colons qui à l'origine d'ailleurs n'étaient pas du tout chrétiens, eux-mêmes étaient animistes avec des spiritualités orientales ou asiatiques, mais ils ont dû faire des alliances avec des peuples européens pour éviter d'être eux-mêmes envahis et colonisés. Je te mets des liens sous la vidéo pour te renseigner en détail concernant cette invasion chrétienne. Mettez-vous dans le contexte, le royaume d'Aksum, donc du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ, faisait énormément de commerce avec tous les peuples autour, tout le reste du monde. Donc oui, avec les Arabes aussi. Je vous le rappelle, c'était la 4e puissance mondiale de l'époque. En 326, le roi Ezana décide de se convertir au christianisme avec son esclave syrien, nommé Saint Frumens, à qui il accordait sa confiance. Alors il faut bien savoir que les Syriens ne sont pas des Arabes, ce sont des Phéniciens. Un peuple du Moyen-Orient, mais ce ne sont pas des Arabes à la base. Ce n'est que 3 siècles plus tard, lors de l'Hégire et des invasions musulmanes, qu'ils vont adopter la culture arabe et se convertir à l'islam. Et les tribus de la péninsule arabique dont elle parle, ce sont des polythéistes en majorité, mais
Encore une fois, à l'époque, au IIe siècle, le royaume d'Aksum était lui-même polythéiste. On revient donc en 326, où Ezana va se convertir au christianisme sous l'impulsion de son esclave. Et d'ailleurs, cette conversion va avoir plusieurs conséquences lourdes, dont l'exclusion des juifs éthiopiens qui décideront de quitter le royaume par refus de se convertir, en abandonnant notamment toutes leurs possessions. Le reste du peuple guèze décidera alors de les nommer les Falasha. Falasha, ça veut dire sans terre, errant. Donc non, c'était pas une invasion chrétienne, c'était une conversion volontaire de tout le royaume. Alors attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit que tout le monde était content de se convertir au christianisme. Le fait est que quand un roi se convertit, le royaume est converti. C'est comme en Europe, quand les rois se convertissaient au protestantisme, la population devenait protestante. Et inversement. Mais encore une fois, ce n'est pas une invasion chrétienne, c'est une conversion volontaire du roi. Et sinon, elle fait référence à l'arrivée de puissances chrétiennes en Éthiopie, sauf que, bien sûr, elle ne vous donne aucun contexte, on te parle d'invasion, tu sais pas pourquoi. On a un saut de 1000 ans, 1000 ans, on arrive à la guerre d'Adal entre 1527 et 1543. 1000 ans. Elle fait une ellipse de 1000 ans, et elle vous raconte comme si tout était passé en même temps. Bref. À partir de là, le royaume d'Aksum n'existe plus depuis près de 1200 ans. Le royaume chrétien abyssin, composé alors des Agao, Tigréens, Amara, Tigrina, toutes ces personnes étaient en guerre contre les sultanats d'Adal, qui avaient fait une coalition entre les Somalis, les Afars, les Hararis, les Arabes et les Turcs. Donc les Abyssins et toute la coalition chrétienne ont demandé un soutien militaire de la part d'autres pays chrétiens qui soutiendraient leur souveraineté religieuse. Donc oui, pendant 2 ans, ils ont eu l'aide de qui? Des Portugais qui les ont soutenus par la mer et ont envoyé 500 mousquetaires. Les mousquetaires à l'époque, nous on voit D'Artagnan et les films de Cap et d'Épée, mais en réalité les mousquetaires c'était quand même des soldats d'élite. Au final, spoiler, ils ont gagné cette guerre, mais l'Éthiopie n'est pas devenue une base militaire portugaise, c'est pas devenu un territoire portugais. Ça a été de la stratégie militaire, des alliances, c'est tout, rien de plus. C'est aussi de là que les chrétiens d'Europe ont entendu parler de l'Éthiopie en tant que pays chrétien, mais à ce moment-là, l'Éthiopie était déjà chrétienne depuis 1200 ans. Donc comment est-ce qu'avec tous les éléments que je viens de vous lister, comment est-ce qu'on pourrait parler d'invasion chrétienne? Encore une fois, elle joue sur les traumatismes de la colonisation européenne qui utilisait la chrétienté comme un moyen de pression sur les peuples colonisés pour l'appliquer à l'Éthiopie, comme si c'était la même histoire. Non! Non, la chrétienté orthodoxe éthiopienne est certes spécifique à l'Éthiopie, mais la chrétienté en elle-même n'est pas éthiopienne. Il faut se détacher des récits qu'ont racontés les rastafariens jamaïcains et les afrocentristes américains. Ce n'est pas comparable. Il ne s'agit pas d'une invasion. Mais après tout ça, vous allez me dire, d'accord, mais toi-même t'as reconnu qu'il y avait des traces de populations similaires des deux côtés de la mer Rouge, donc si c'est pas une question de domination arabe, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on trouve ce genre de similarité? Pour résumer très vite, on a effectivement trouvé des traces de civilisation des deux côtés de la mer Rouge. On a également trouvé plusieurs inscriptions, plusieurs temples pour des divinités polythéistes ou encore des traces d'agriculture en commun. Sauf qu'en fait, on est parti du postulat selon lequel ce serait forcément les Sud-Arabiques qui se seraient implantés dans la région et qui auraient dominé tout le monde, parce qu'on pensait que les peuples Agao, donc les peuples noirs, en étaient incapables. On a complètement balayé la possibilité que ce soit le contraire, soit que ce soit la même civilisation, et on est resté sur l'idée que ce seraient les Sud-Arabiques qui auraient dominé la corne de l'Afrique, et on a attribué plusieurs artefacts au royaume de Saba et au royaume d'Aksum. Et ainsi, on a expliqué pendant des années et des années que c'était bien les Arabes qui en étaient à l'origine, et cette théorie a été développée par un homme qui s'appelle Conti Rossini, et qui a publié son ouvrage en 1928. Il faut comprendre quelque chose. Conti Rossini était un homme de son époque. Mais surtout, c'était pas un scientifique, c'était un voyageur. Donc en fait, il pensait, de par ses écrits, de par ce qu'on a retrouvé, que la civilisation éthiopienne ne pouvait pas être uniquement noire. Pourquoi ? Parce que sinon, il n'aurait pas pu gagner la guerre contre les Italiens en 1896. Donc encore une fois, ça part d'un postulat raciste. Ils sont forcément soit métissés, soit étrangers. Il a donc attribué le royaume d'Aksum, encore une fois, à la civilisation sabéenne du sud de l'Arabie. Il a expliqué que des poches de sud-arabiques s'étaient imposées en maîtres et avaient réduit les indigènes en vassalité.
Mais encore une fois, il affirme sans preuve et se base notamment sur le travail de, je vous le donne en mille, Job Ludloff et sur ses propres pensées racistes de l'époque. Bien heureusement, son travail a été démonté par David W. Philipson lorsqu'il a publié son article Relations between Southern Arabia and the Northern Horn of Africa during the last millennium BC en 2011. Basé sur ses recherches sur le terrain, mais aussi sur une révision des différents ouvrages de l'époque, Philipson explique que les arguments de Conti Rossini pour affirmer cette domination arabe sont fallacieux. En effet, Conti Rossini se base notamment sur le fait que le nord de l'Éthiopie et le sud de l'Arabie contiennent des traces d'agriculture en commun, mais aussi sur le fait que les Arabes auraient introduit la domestication des animaux dans la région. Philipson explique que les méthodes d'irrigation et d'agriculture sont différentes, ce qui démontre déjà une différence culturelle très importante. Ensuite, il explique que la prétendue introduction du blé en Éthiopie par les Arabes, en fait, c'est une invention complète. Les Éthiopiens cultivaient déjà du blé et du teff. Il explique également que le travail du cuivre était déjà présent bien avant. Il fait également remarquer que l'alphabet retrouvé sur les stèles des deux côtés de la mer Rouge se ressemble, oui, mais en réalité, on ne réussit toujours pas à les associer complètement, puisqu'on n'arrive pas à les lire. Si on n'arrive pas à les lire et à les faire correspondre, on ne peut pas affirmer que c'est la même civilisation. Alors attention, on ne parle pas ici de différence de vocabulaire, on parle de différence d'alphabet et de significations différentes. Comparons à l'Europe. Si on compare le polonais et le français, c'est le même alphabet, mais c'est pas la même langue, c'est pas la même histoire, c'est pas la même civilisation. Donc appliquez ça à l'Éthiopie. De plus, il ajoute dans son article que beaucoup des écrits, des statues, des artefacts que les historiens, et notamment Conti Rossini, ce voyageur, je le rappelle, c'est un voyageur, c'est pas un scientifique, ont attribué aux Arabes, mais surtout au royaume de Saba, soit au IIIe siècle avant notre ère, seraient en fait à attribuer au royaume de Dempt, au 7e siècle avant notre ère, soit bien avant. Il explique qu'effectivement, déjà près de 1000 ans avant le royaume d'Aksum, il y avait déjà des liens entre les Sud-Arabiques et les Nord-Éthiopiens, notamment parce que, premièrement, les deux côtes de la mer Rouge ne sont qu'à 10 km l'une de l'autre. Mais, par contre, Philipson explique bien qu'on retrouve une continuité locale en Éthiopie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de rupture culturelle et il n'y a pas eu de changement complet. Donc ça veut dire que les Abyssins, en général, ont toujours été sur leur terre. Il ajoute également que les liens en question entre les Sud-Arabiques et les Nord-Éthiopiens se faisaient entre élites, donc entre les rois, les marchands, les armées. Ça veut dire que la population était certes déjà diversifiée entre les Agao, les Kémantes ou les Amara, ou encore d'autres ethnies du territoire, mais que la population n'a pas changé radicalement. En d'autres termes, les métis arabo-africains qui auraient remplacé les peuples premiers, vous oubliez, les contacts étrangers étaient surtout entre élites, entre nobles, entre rois, entre marchands. Ça s'est pas propagé dans la population éthiopienne au point où on aurait un remplacement complet de population. Parlons de la carte qu'elle met comme preuve. Cette carte décrit les frontières du royaume d'Aksum, qui a commencé au 1er siècle avant Jésus-Christ et s'est éteint autour du 7e siècle après Jésus-Christ. Il montre qu'il s'est étalé des deux côtés de la mer Rouge, et je sais que c'est censé décrire l'influence et le pouvoir arabe en Éthiopie, mais en fait ça prouve rien. Déjà il n'y a pas de date, vous allez me dire que je radote, mais c'est extrêmement important pour se situer dans le temps et vérifier. On sait qu'il y a eu des influences, mais on sait que c'était pas des transferts entiers de population arabe vers l'Éthiopie. Par contre, vous voulez savoir quelque chose ? Le pouvoir éthiopien a, lui, plusieurs fois envahi le sud de la péninsule arabique. Par exemple, en 520 après Jésus-Christ, le roi Dounawas, le roi de Limyar, au Yémen, massacre des chrétiens éthiopiens. L'empereur Caleb va alors envoyer Abraha l'Abyssin, le général de l'empire d'Aksum, pour y accomplir sa vengeance et soumettre ce royaume. Abraha attaquera la ville de Sanaa et forcera la population à se convertir au christianisme sous peine de mort. Il s'y proclamera roi du Yémen, dans une aventure épique. En 1022, un vizir abyssin nommé El-Hussein ibn Salma et ses deux domestiques abyssins y fonderont la dynastie des Najahides au Yémen, et il entrera en conflit avec plusieurs des clans du pays avant sa disparition en 1158. Donc une carte non datée et non expliquée, ça veut rien dire. Et quand bien même ce serait vrai.
que les élites arabes refusent de se mélanger au peuple premier. Ok, où elles sont? Parce que si vous remarquez bien son raisonnement, Grandeur Noire explique à la fois que une partie de ses descendants de colons, à savoir les Habesha, refusent de se mélanger, et l'autre le fait. Donc normalement, il devrait y avoir des lignées purement arabes. Elles sont où? C'est là que je vais parler de son montage. Vous remarquerez sans nul doute qu'elle va mettre 4 photos de personnes éthiopiennes, dont 3 qui portent la kamis, donc la robe traditionnelle du nord de l'Éthiopie, et plus particulièrement de la région Amhara. Vous remarquerez qu'elle montre d'abord 3 photos d'Éthiopiens avec la peau foncée, puis elle enchaîne avec une photo de famille avec la peau un peu claire. Ainsi, elle incorpore l'idée que ces 4 photos présentent différents peuples, avec un sous-entendu que ces personnes ne sont pas des Éthiopiens. Ma question est, quelle est la différence? Elle a juste pris des gens avec la peau plus claire. Parce que sinon, la famille de la photo, ils portent aussi des habits traditionnels éthiopiens. Le monsieur a des cheveux crépus, donc on pourrait se dire que lui aussi a été métissé. La photo, elle a été photoshopée au max, tout simplement parce que c'est une pub. C'est une pub pour des vêtements traditionnels. Je vous repose la question, quelle est la différence? Notons également un élément très intéressant. Elle dit que la langue amharique n'est pas une langue africaine. Asiatique. D'ailleurs, la langue amharique n'est pas du tout une langue africaine. Ah bon? C'est intéressant. Elle fait cette réflexion pour une raison simple, les langues du nord de l'Éthiopie ressemblent un peu à l'arabe, et c'est un fait, c'est effectivement le cas. الصورة الرابعة عشر الابن بين الخنازير من إنجيل لوقا الأصحاح الخامس عشر من العدد الحادي عشر إلى العدد التاسع عشر ورأنا سكروت ولاد علو هلو وهم بزح صقوع محلو قروم أبيات وبزح مال ونواي على لهم وحتى من اللبوش حسان قلبوه ስዕል 23 እግዚአብሔር ለሕዝበ እስራኤል አንድ ቀን የሚያድናቸውን መሲህ እንደሚልክላቸው ተስፋን ሰጥቶ ነበር። La langue arabe est une langue cousine du Gèze, qui lui-même a donné l'amharique. Sauf qu'encore une fois, elle fait un raccourci express. Selon elle, si une langue africaine ressemble à une langue extra-africaine, donc elle n'est pas africaine. Reprenons ensemble la création de la langue amharique. Tout commence 18 000 ans avant Jésus-Christ, avec une langue commune, nommée l'aphrasien, qui est née où? Sur le plateau éthiopien. Observons que la création de ces langues correspondent à des territoires particuliers et suggèrent donc des migrations de population. Je vous les montrerai sur la carte que je vous affiche à l'écran. Vers moins 13 000 avant notre ère, la langue se sépare en deux, en fonction du territoire. On trouve alors le proto-érythréen et le proto-omotique. Notons ensemble que le proto-omotique naît autour de la rivière Omo, dans le sud, juste ici. Dans les langues proto-omotiques, il y aura celle du sud de la rivière et celle du nord de la rivière. On va trouver des langues connues comme le Wolaïta ou le Kaficho, de la région du Kaffa. 3000 ans plus tard, le proto-érythréen va encore se fractionner en deux, le sud-érythréen et le nord-érythréen. À partir de moins 10 000 avant Jésus-Christ, le sud-érythréen va donner naissance aux langues couchitiques et aux langues tchadiques. Le nord-érythréen va lui-même donner naissance aux proto-sémitiques, aux proto-érythréens et aux proto-berbères, qui sont nés en Afrique. Le proto-sémitique va bien après donner naissance à plusieurs catégories. On note les langues éthiopiques, celles qui nous intéressent, comme le Gèze et le proto-amharique, et effectivement les langues canéennes, dont l'hébreu ou encore l'arabe, qui sont nées au Moyen-Orient. Vous remarquerez que dans les langues couchitiques, on peut trouver le Bejda, l'Afar ou le Konso, l'ethnie de l'ancien président Mengistu Haile Mariam. Toutes ces langues sont nées en Afrique. Toutes ces évolutions se sont passées sur des milliers d'années. Donc, si on prend en compte que l'amharique est une langue née en Afrique, parlée par des locuteurs africains, évolue en Afrique, expliquez-moi à quel niveau l'amharique n'est pas une langue africaine. Le continent africain est immense, beaucoup de cultures se côtoient, s'influencent ou s'écrasent entre elles. Mais l'amharique, ça provient de l'aphrasien, qui est né sur les hauts plateaux éthiopiens, né en Afrique, évolue en Afrique, parlé par des Africains. Il existe peu de mots étrangers dans la langue amharique, puisqu'ils essaient au maximum de tout traduire pour garder leur propre culture, et ainsi éviter de trop utiliser les mots d'une langue extérieure, même s'ils parlent très bien anglais. Alors oui, si tu chipotes, tu peux trouver des similitudes entre l'arabe et les langues abyssines, comme l'amharique ou le tigrien, mais c'est toujours pas la même langue. C'est comme si tu disais que le lingala et le swahili c'est la même langue parce qu'elles sont bantoues, ça n'a aucun sens. C'est pas la même évolution,
Les mots sont pas utilisés de la même manière, ça n'a pas de sens. Donc, pour l'Amérique, tu peux pas faire plus africain. C'était un point important à soulever parce qu'encore une fois, elle vous induit en erreur en jouant sur votre ignorance. Pour terminer, Grandeur Noire essaie en fait de créer un parallèle grossier et décousu entre l'islamisation du Maghreb au 7e siècle et la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492 et la prétendue colonisation arabe du nord de l'Éthiopie. Mais permettez-moi d'analyser avec vous cette affirmation. On pourrait trouver effectivement que ces trois situations se ressemblent. Et ce parce qu'elles opposent toutes les trois une colonisation, donc l'immigration de populations extérieures en masse, une exploitation économique des territoires occupés via l'extraction de matières premières par exemple, et une acculturation des peuples dominés effaçant certaines coutumes, pratiques religieuses ou encore des langues. Dans le cas de la région nord-africaine du Maghreb, le territoire était peuplé jusqu'au 7e siècle des populations imazighennes, comme les Maures, les Chleux ou les Rifins. Ils parlaient le tamazir avec leur propre alphabet, leur propre religion, une religion polythéiste, avec plusieurs dieux, et avaient par exemple pour coutume de tatouer leurs mains et leurs visages, notamment leurs femmes, afin d'afficher leur situation matrimoniale, mais aussi leur clan. Au 7e siècle, c'est le siècle de l'hégire et de l'expansion de la religion musulmane via les conquêtes arabes. Les Arabes envahissent donc les terres amazirs et proposent aux imazighennes un marché. Soit ils se convertissent et abandonnent une partie de leurs coutumes, comme les tatouages, se fondent dans le monde arabo-musulman en acceptant leur culture et leur religion. Ils acceptent sur leur sol des comptoirs commerciaux sur les côtes et l'installation de clans arabes. Soit ils refusent et ils devront accepter de payer un impôt. Ils se mélangent pas aux musulmans et comme ils sont pas protégés par la loi islamique, alors ils risqueront de voir leurs terres attaquées encore et encore. Comme vous le savez aujourd'hui, la majorité des Maghrébins parlent l'arabe maghrébin, le darija, qui implique aussi quelques mots amazigh, pratiquent ou se reconnaissent entre eux comme des musulmans, sont attachés au royaume arabe via la Ligue arabe notamment. On retrouve donc ici une colonisation arabe sur les peuples imazighennes, avec une exploitation de leurs terres, de leurs richesses, même si avec le temps elle s'est fondue dans la masse et fait partie intégrante maintenant de l'identité du Maghreb. Les conséquences de cette colonisation peuvent se retrouver dans le rapport de domination qu'entretiennent les Arabes péninsulaires avec les Maghrébins, notamment en termes économiques, religieux ou culturels. Prenons le cas de l'Amérique, le plus connu parmi tous. Et c'est un des meilleurs exemples de colonisation. Pour rappel, le continent américain était peuplé de plusieurs ethnies, comme les Cris, les Omaha ou encore les Sioux, et ce depuis des millénaires, qui se sont répandus sur tout le continent. Leur culture et leur langue étaient très diverses, et parfois même à l'opposé les unes des autres. En 1492, le voyageur Christophe Colomb découvre les Caraïbes, et l'italien Amerigo Vespucci va donner son nom au continent américain. Il découvre notamment des terres arables, des terres cultivables, de l'or, du fer ou encore du sucre et du cacao. Les natifs américains, ceux qu'on appelle les Premières Nations, seront alors déshumanisés, vus comme des sauvages, décimés par les maladies, l'esclavage, les massacres aussi. Ils seront ensuite parqués dans des réserves à la fin de la conquête de l'Amérique, lorsque tout le continent aura été soumis par le gouvernement américain vers la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. Ces réserves seront des regroupements de population avec interdiction d'en sortir, des prix décuplés par rapport au reste du territoire et, bien sûr, les fameuses pensions résidentielles. Si vous ne connaissez pas ce terme, les pensions résidentielles étaient jusqu'à la fin des années 1990, au Canada et aux États-Unis, des écoles spécialisées pour les enfants natifs américains, dédiées à, je cite, « retirer le sauvage en eux ». Les autorités, très influencées par la religion chrétienne, mais aussi par la peur d'une révolte possible, décidèrent d'ordonner l'enlèvement de milliers d'enfants natifs, contre leur gré de leurs parents, et sous la bénédiction de l'Église catholique. Dans ces pensions, les religieux et religieuses leur coupaient les cheveux, les forçaient à lire la Bible, les empêchaient de parler leur langue, leur apprenaient à haïr leurs parents, et à les considérer au mieux comme des arriérés sauvages, au pire comme des démons. Le tout pour les reformater complètement selon la culture euro-américaine. Des milliers d'enfants sont morts dans ces écoles à cause des abus, d'autres seront traumatisés à vie à cause de violences physiques, sexuelles ou morale. Cette éducation violente a eu d'énormes impacts sur les populations natives qui sont encore aujourd'hui touchées par l'alcoolisme, la toxicomanie, due à des traumatismes, parmi les plus pauvres des États-Unis et du Canada au vu des prix triplés dans les réserves, et les plus touchés par les maladies et les problèmes sanitaires, notamment parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau dans certaines réserves. Maintenant,
Comparons avec le cas de l'Éthiopie. Les peuples du nord de l'Éthiopie ont effectivement été en contact avec les Arabes, et ce plusieurs fois dans leur histoire, notamment dans l'élite aksumite entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et la fin du 7e siècle après Jésus-Christ. Ce fut des contacts religieux, politiques et commerciaux. Ils partagent une religion polythéiste et un mythe en commun, celui de la reine de Saba. Ceci dit, lorsqu'on compare avec les deux exemples que Grandeur Noire donne, c'est pas une colonisation. Les Arabes n'ont pas imposé leur langue, leur culture, leur économie en Éthiopie. Ils n'ont pas exploité leurs terres ou se sont installés sur leurs terres en masse. Il existe des peuplades arabes et arabophones en Érythrée et dans le nord de l'Éthiopie comme les Rachaïda, mais d'une, ils sont arrivés en 1846 pour fuir l'arrivée au pouvoir des Saoudiens, et deux, ils n'ont jamais eu d'influence politique et économique majeure au point de dominer les autres. Donc ce n'est en rien comparable aux Amériques et au Maghreb. Je le répète, ça n'a rien à voir. C'est un raccourci facile pour vous faire croire que la civilisation éthiopienne n'existait pas avant les contacts avec les Arabes. Donc pour conclure sur les Abyssins, parce que ça fait quand même un bon moment que je parle déjà, les Habeshas sont africains. Pour 3 raisons. La raison génétique, la raison linguistique et la raison culturelle. L'aplogroupe le plus répandu est le groupe E, né sur le plateau éthiopien. De ce même haplogroupe, le E1B1B est né et a évolué sur ce même territoire et puis a migré vers le nord de l'Afrique et sur les côtes d'Afrique de l'Est. Donc si ce groupe vient d'Afrique et est donc un peuple premier. Ensuite, l'amharique est né sur les hauts plateaux éthiopiens, tout comme les langues afrasiennes comme le tigrien. Cette région est en Afrique, donc c'est une langue africaine. Et ensuite, les Habeshas ont une histoire millénaire particulière. Ils diffèrent des Sud-Arabiques, de qui on les rapproche uniquement basés sur leur physique. Voilà, c'était ma conclusion sur la première partie concernant Grandeur Noire. Il y a une seconde qui va arriver dimanche prochain, donc restez connectés. Et c'est l'âme.